Et donc, comme je le disais, le groupe 9 contient un certain nombre, enfin regroupe, pardon, 4 sections CNU, donc 60, 61, 62, 63. Donc la 60e, c'est tout ce qui est autour de la mécanique, du génie mécanique et du génie civil. Dans la 61, on va retrouver le génie informatique, automatique et traitement du signal. Dans la 62, énergétique, génie des procédés. Et dans la 63, génie électrique, électronique et photonique. Alors, ces libellés des sections existent déjà depuis un certain temps et on n'a pas beaucoup de liberté pour les modifier aujourd'hui. Par contre, chacune des sections met à jour avec une certaine fréquence les mots-clés, les thématiques, le détail des thématiques, le détail des mots-clés qui sont associés à ces 4 grandes sections. Donc, à ce titre-là, derrière la mécanique, derrière la 60, eh bien, on va retrouver des thématiques autour de l'acoustique, de la biomécanique, donc du génie civil, du génie mécanique qui sont déjà dans le titre, mais également du génie des systèmes industriels, de la mécanique des fluides, de la mécanique des matériaux, de la mécanique des solides et des structures. Donc, un champ relativement vaste autour de la mécanique. En 61, on a presque trois sous-disciplines, tout ce qui est génie informatique avec le temps réel, l'architecture, les réseaux, l'automatique, continue discrète, mais également robotique, également génie industriel. Et puis au niveau du traitement du signal, derrière, eh bien, il y a bien sûr le signal, l'image, la vision, la notion d'information, d'intelligence artificielle et de sciences des données. Dans la 62, énergétique, génie des procédés, on a également la thermique, on a également la combustion, le plasma, le génie industriel également, le génie de l'environnement. Et derrière la 63, génie électrique bien sûr, mais tout ce qui est composants et systèmes électroniques ou optoélectroniques, avec également la notion d'antenne et de télécom. Donc, vous voyez que chacune des sections a un périmètre disciplinaire plus ou moins élargi, mais qu'il y a également des liens entre les sections. Et si vous êtes, comme le disait Joulin tout à l'heure, dans une discipline, dans un sujet qui est à cheval sur plusieurs sections, ben, rien ne vous empêche de vous rapprocher des différentes sections qui sont au cœur de votre sujet. Les proximités entre les sections sont pas forcément exclusivement à l'intérieur d'un groupe. On peut aussi, et je laisserai mes collègues en parler, avoir des proximités avec des sections d'autres groupes. Par exemple, la 61 a aussi une proximité avec la 27, la 27e informatique qui est dans le groupe 5. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, où est-ce que vous allez trouver les informations pour déposer un dossier dans une de nos 4 sections? Eh bien, lorsque vous allez sur le site du CNU, vous choisissez Sciences, vous choisissez la section qui vous intéresse, donc 60, 61, 62, 63 ou autre, et vous arrivez à un endroit où vous avez tout un tas de petites icônes. Le premier endroit qu'il vous faut consulter, c'est la présentation. C'est sur cette partie-là que vous allez avoir déjà les membres du bureau avec leur affiliation, les moyens de les contacter. On a tous une adresse générique au niveau du CNU. Vous avez le détail des mots-clés de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Vous avez également les sections proches, etc., etc. Ensuite, pour une demande de qualification maître de conférence, c'est l'onglet qualification qu'il vous faut aller consulter. Et dans l'onglet qualification, en bas de page, parce que en haut de la page, vous avez des éléments génériques comme le calendrier et les textes légaux, mais c'est surtout en bas de page que vous allez trouver 3 parties. Une qui s'appelle conseils généraux, une qui s'appelle recommandations maître de conf et recommandations prof pour ceux qui demandent la qualif prof. Donc, on vous conseille très fortement de consulter les conseils généraux qui sont valables à la fois pour les qualifs maître de conf et prof, et ensuite les spécificités des recommandations maître de conf. Et c'est à cet endroit-là que sont explicités en détail tous les critères, toutes les attendus, tout ce qui est nécessaire que vous mettiez dans votre dossier pour que les membres du CNU puissent l'évaluer de manière complète. Et puis un autre endroit qu'on vous conseille d'aller consulter, c'est celui qui s'intitule rapport d'activité et documents.
Pourquoi? Parce que dans cet endroit-là, vous allez retrouver les rapports d'activité annuels ou session par session qui sont édités par les bureaux et les présidents des sections, dans lesquels ils expliquent pour chaque session combien il y avait de candidats, comment ils ont travaillé, quels étaient les critères qui ont été utilisés. Et par exemple, pour ce qui est des qualifications, lorsque les candidats ne sont pas qualifiés, quelles sont les raisons majeures des non-qualifications? Et je pense que c'est vraiment les éléments qu'il faut que vous ayez en tête, à la fois qu'est-ce qu'il faut pour être qualifié, mais aussi qu'est-ce qu'il faut éviter pour ne pas être, enfin, pour, euh, pour être qualifié. Donc ça, c'est par rapport donc au site web. Pour revenir très brièvement sur les pièces obligatoires et les pièces complémentaires, je voulais effectivement insister, comme l'a fait déjà tout à l'heure Anne, dans les pièces obligatoires, il y a le CV, et on est bien d'accord qu'au niveau du CV, il est attendu un rapport d'activité académique qui développe ce que vous avez fait en enseignement, ce que vous avez fait en recherche, ce que vous avez fait en administration ou en tâches collectives. En tant que doctorant, vous avez peut-être été élu au conseil de votre laboratoire, vous avez peut-être participé à la fête de la science. Ça, ce sont des choses qui sont intéressantes de mettre dans votre CV. Il est aussi important, bien sûr, de mentionner votre cursus complet, à partir de, bien sûr, concernant la thèse, votre jury de thèse, etc., mais également ce que vous avez fait avant, que ce soit un diplôme d'ingénieur, que ce soit un master, voire un bachelor. Si vous avez une expérience à l'international, par exemple, c'est intéressant. Votre parcours professionnel, si jamais vous avez travaillé aussi en entreprise. Et puis, la liste classée des publications. Ça, c'est ce qu'on attend dans le CV normalement au niveau des pièces obligatoires. Si on ne trouve pas toutes ces informations, eh bien, on risque de pas pouvoir qualifier parce que justement, il va nous manquer des infos. La section 60 fournit dans ses recommandations une trame de CV que vous êtes invité donc à suivre pour que justement les membres du CNU puissent évaluer votre dossier correctement avec toutes les informations qui leur sont nécessaires. Alors, il y a, comme Anne l'a dit, des pièces dites complémentaires. Alors, je l'ai mis entre guillemets parce que elles sont complémentaires, parce que c'est pas celles qui vont servir à la recevabilité administrative, mais elles sont obligatoires pour que les sections puissent travailler et donc évaluer le fond de votre candidature. Et donc, j'ai listé ici l'ensemble des pièces qui étaient demandées avec les sections en question. Donc, les attestations d'activité d'enseignement sont demandées par nos 4 sections du groupe, avec des recommandations particulières pour certaines. Donc, allez voir les recommandations des sections pour voir quelle est la forme des attestations d'enseignement qui vous sont demandées. Comment on qualifie aux fonctions d'enseignant-chercheur? Effectivement, il ne nous faut pas juste des informations sur la recherche, mais il nous faut également des informations sur ce que vous avez fait en enseignement. Il peut y avoir des limites de nombre d'heures. Elles sont spécifiées dans les recommandations de chacune des sections. Il y a également les 2 rapports des rapporteurs de la thèse, datés et signés. Ces rapports des rapporteurs renseignent, en plus du rapport de soutenance, sur le niveau de la thèse, le niveau de la recherche, le périmètre. Ils peuvent aussi permettre de confirmer l'appartenance à une section, par exemple. Alors, la liste des publications ordonnées selon recommandation est demandée de manière explicite par les sections 61, 62, 63. Elle est dans le CV, je crois, dans le template du CV pour la section 60. Donc, en fait, c'est comme si toutes les sections le demandaient. Donc, cette liste des publications, c'est pas en vrac, c'est ordonné. En général, on distingue les articles publiés dans des journaux, des proceedings de conférences, des présentations sur poster, par exemple. Donc, tout ça, il y a des recommandations qui sont détaillées pour chacune des sections. Certaines sections demandent la thèse, notamment si les candidats ont un diplôme étranger, donc n'ont pas un doctorat français. Certaines sections demandent les conventions de cotutelle, lorsque le candidat a fait sa thèse en cotutelle, en l'occurrence. Et puis, certaines sections, comme la 62 et la 63, fournissent des fiches signalétiques à remplir ou des checklists à compléter également et à déposer avec les pièces complémentaires. Donc, tout ça, ce sont les pièces complémentaires. Elles sont exigées par les sections, elles ne sont pas facultatives et elles sont extrêmement utiles et nécessaires pour que les membres du CNU puissent évaluer votre aptitude
aux fonctions d'enseignant-chercheur en tant que maître de conférence. Ça marche. Très bien. Donc, bonjour à tous et toutes. Sandrine Thuillier. Donc, je suis professeure en mécanique à l'Université Bretagne Sud et donc présidente de la section 60. Et comme Valérie vient de le rappeler, c'est la section qui englobe ce qu'on appelle la mécanique, génie mécanique et génie civil. Donc, je pense que vous avez assisté à la première partie. Donc, Madame Joulin a vraiment insisté sur le côté que la qualification, c'est à la fois les aptitudes à l'enseignement et à la recherche. Et Valérie vient également de vous le rappeler. Et donc, au niveau de la section 60, c'est cette même démarche d'essayer d'évaluer vos aptitudes à l'enseignement et à la recherche. Pour cela, il y a donc des attentes. Et je n'ai pas repris ici sur ce support les attentes détaillées de la section 60. Je crois que vous l'avez compris, il y a un lien, il y a le site des sections CNU, et en particulier le site de la section 60, où vous avez en fait la liste de ces attentes. Elle paraissait un peu longue à détailler ici, et donc je ne l'ai pas reprise. Donc moi, je vous encourage vraiment à aller voir ces attentes, les attentes en termes d'enseignement. Il faut avoir une première expérience attestés et réalisés d'enseignement, c'est-à-dire que ce ne sont pas des enseignements à venir, mais les enseignements doivent avoir été réalisés avant la demande de qualification. Et il y a des attentes au niveau de la recherche en termes de votre capacité à ce que vos travaux soient reconnus par les pairs. Et donc, c'est une partie donc, de publication et également de présentation orale de vos travaux. Voilà, donc voilà, ça c'est pour les attentes. Et je vous inclus, enfin, le site, vous avez l'adresse du site qui est remise ici. Je crois qu'on vous l'a beaucoup présenté. Il paraît indispensable. Et je pense que si le message est aussi lourd aujourd'hui sur le fait de consulter ce site, c'est parce qu'on est toujours un tout petit peu étonné et on voit beaucoup de dossiers, de demandes de qualification où on a l'impression que les recommandations des sections n'ont pas été prises en compte. Voilà, donc voilà, le message, j'espère, est passé. Alors maintenant, comme l'a montré Valérie, il y a donc des comptes rendus, hein, donc c'était l'item 3 là, sur la disposition du site. Il y a des comptes rendus et une analyse, et en particulier l'analyse des raisons de non-qualification. Et je pense qu'elles peuvent vous intéresser parce que ça veut dire que c'est des points de vigilance à avoir, vous qui êtes candidat. Et voilà quelques chiffres hein, donc pour la section 60. Donc l'année 2025, donc on a eu donc 562 dossiers avec un certain nombre de qualifiés non qualifiés, ce qui donne un taux de qualification. Mais ça a été rappelé, la qualification n'est pas un concours, et donc ce taux de qualification veut juste dire qu'il y a un certain pourcentage qui n'est pas qualifié pour les raisons qui sont analysées juste en dessous. Et vous avez en fait trois principales raisons. Et la première, c'est le non-respect des deux publications. Donc parmi les attentes de la section, il y a un article en premier auteur dans un journal qui est reconnu par la section. Et la qualité est validée par la section. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que cet article, il est analysé par les rapporteurs, ensuite il est discuté en section et on a des critères de qualité, qualité à la fois scientifique, adéquation également avec les thématiques de la section et eh bien vous le voyez, hein, dans 32% des cas, eh bien ce critère n'est pas vérifié. Donc ça, c'est un des premiers. Alors nous, enfin, en section 60, on est très attentif à la position de premier auteur. C'est-à-dire que le premier auteur, c'est celui qui porte l'étude, qui a mené l'étude scientifique, a obtenu les résultats et beaucoup contribué à la rédaction. Donc c'est cette place de premier auteur. Ce qui est également prévu, c'est que si vous n'avez pas d'article premier auteur, pour une raison qui est, on va dire, convaincante et qui s'explique bien, eh bien, vous devez, dans ce qui s'appelle le CV, mais vous l'avez compris que le CV, c'est pas un CV classique, hein, c'est vraiment une présentation, un dossier de votre parcours scientifique, vous pouvez expliquer pour convaincre et apporter les éléments pourquoi vous n'avez pas d'article premier auteur. Voilà, ça c'est la première raison de non-qualification. La deuxième, c'est un volume horaire d'enseignement. Alors l'enseignement doit être scientifique. On nous avait posé la question, si j'ai enseigné dans l'enseignement supérieur
par exemple de l'anglais ou de l'allemand, nous ne le prenons pas en compte. C'est vraiment un enseignement scientifique qui est attendu et en face à face. Et là, en fait, ce que je le disais précédemment, il faut que cet enseignement, il ait été réalisé à la date de dépôt de votre dossier de qualification et attesté par la composante. Et ce sont ces deux points-là. Et dans à peu près, eh bien, vous le voyez, 27% des cas, ces conditions n'étaient pas remplies. Alors, il y a un volume horaire minimum qui est chez nous donc de 64 heures, qui doit être donc de l'enseignement scientifique en face à face, dans un établissement d'enseignement supérieur. Et finalement, eh bien, ce qui a parfois péché, c'est l'absence d'attestation. Donc le point juste en dessous, c'était le fait que le volume horaire n'était pas respecté, et ensuite le fait qu'il n'était pas attesté. Donc je pense que ces éléments-là doivent vous aider à constituer votre dossier de qualification, et c'est pour ça qu'on vous encourage à les regarder. Et je finirai par un dernier point, c'est sur la qualité des publications. Je pense que vous êtes jeune chercheur, de plus en plus sensibilisé, il faut le rester, aux pratiques de sciences ouvertes, d'attitudes parfois un peu agressives de certains éditeurs. Et en particulier en section 60, nous, on observe qu'il y a donc des éditeurs qui ont des pratiques agressives. Alors, on n'a pas de liste exhaustive, mais ce qu'on a pu constater, c'est que certains journaux des éditeurs MDPI, ou bien enfin, quelques autres, euh, disons qu'ils vont privilégier le côté on publie à tout prix plutôt que la qualité. Et c'est pour ça qu'on insiste, le fait que la qualité de l'article est vraiment validée par le rapporteur. Donc ces alertes, vous les trouvez donc dans des formations qu'on peut trouver en sciences ouvertes, et on vous encourage à avoir cette attitude de le regarder. Et le dernier point, et c'est pas vraiment obligatoire, toujours dans la démarche de sciences ouvertes, on a demandé aux jeunes chercheurs qu'ils aient déposé leurs ouvrages sur HAL. Alors pour ceux qui sont français, il peut y avoir une plateforme équivalente à l'Europe et pour participer à cette démarche de sciences ouvertes. Voilà, mais à nouveau, et je terminerai ici, tout est expliqué sur le site du CNU. Donc au niveau de la 61, vous avez sur le graphique qui est en haut l'évolution du nombre de dossiers déclarés, examinés et qualifiés sur ces dernières années. Donc vous voyez que le nombre de dossiers, la différence entre déclarés et examinés, eh ben, c'est les dossiers qui n'étaient pas recevables au niveau administratif, donc il manquait une des pièces obligatoires, par exemple l'attestation de diplôme, par exemple le rapport de soutenance pour les thèses françaises. J'en profite pour répondre à une des questions du chat. Les candidats qui sont titulaires d'un doctorat qui n'est pas français, au moment de demander la qualification, vous allez voir sur Galaxy qu'il y a vous pouvez être dans plusieurs situations pour demander la qualification. Donc la situation la plus répandue, c'est titulaire d'un doctorat français. Et là, vous avez une liste de pièces obligatoires spécifiques. Et lorsque vous êtes titulaire d'un doctorat étranger, vous avez d'autres pièces obligatoires et typiquement, vous aurez peut-être pas le rapport de soutenance. Alors, lorsque vous êtes titulaire d'un doctorat étranger, et que la section demande en pièces complémentaires les pré-rapports de soutenance, et que dans le pays en question de la soutenance de votre thèse, il n'y en a pas, eh bien dans ce cas-là, vous l'explicitez dans votre dossier. Mais si jamais dans le pays en question, il y a d'autres manières de fonctionner avec d'autres pré-rapports, eh bien vous les fournissez à la place des pré-rapports de soutenance, entre guillemets, format français. Donc voilà, donc entre la courbe bleue et la courbe grise, c'est la recevabilité administrative. Ensuite, entre la courbe grise et la courbe jaune, eh bien, c'est la différence des candidats qui n'ont pas été qualifiés parce que il leur manquait quelque chose. Alors, il leur manquait quelque chose. En l'occurrence, la dernière session de qualif, il y a 8% des dossiers dans lesquels on n'avait pas les pré-rapports de soutenance. Et on avait 7% des dossiers sans attestation d'enseignement. Donc, on est dans l'incapacité de pouvoir évaluer l'aptitude des candidats au métier d'enseignant-chercheur si on n'a pas ces éléments-là. Donc, qu'est-ce qu'on va demander au niveau
au niveau de la qualification maître de conf en 61, eh bien, globalement en enseignement, au moins 96 heures de face à face. Dans le supérieur, les expériences d'enseignement en lycée ne sont pas comptées, ou en collège ne sont pas comptées. On regarde que le nombre d'heures d'expérience dans l'enseignement supérieur, de préférence français. Si jamais il y a que de l'expérience d'enseignement dans le supérieur à l'étranger, ça sera peut-être un petit peu plus délicat. Il est très fortement recommandé de joindre des pièces qui peuvent attester votre implication dans cette activité d'enseignement, des sujets de TD que vous auriez utilisés, que vous auriez écrit, développé, et surtout ne pas hésiter à parler de votre motivation. Donc ça, c'est pour toute la facette enseignement. Lorsque vous n'arrivez pas à ces 96 heures, eh ben, n'hésitez pas à expliquer pourquoi. Peut-être que vous étiez en thèse cifre et que l'entreprise était dans un endroit où il n'y avait pas d'université, pas d'endroit qui vous permettait de faire de l'enseignement. Et éventuellement, eh ben, le CNU, en session de qualif, verra un petit peu comment il peut traiter votre dossier. Du point de vue de la recherche, il est demandé au moins un article dans une revue internationale, Web of Science ou JCR, relevant de la section. Donc, dans les recommandations que vous pouvez trouver donc dans le site, sur le site de la 61 au niveau du CNU, vous avez tous les éléments pour reconnaître comment reconnaître une revue internationale JCR et qu'est-ce qu'on entend par relevant de la section. Je partage, en 61, on partage l'attention qui a été présentée en 60 par rapport à des revues potentiellement prédatrices. Typiquement, les revues qui sont capables d'accepter un article que vous avez soumis la semaine précédente, on peut s'interroger sur la rigueur du processus de révision et de relecture. Donc, si vous avez publié dans une revue qui a accepté votre article en moins d'une semaine, en moins de 2 semaines, en moins d'un mois, vous pouvez vous poser des questions sur la qualité du processus de review. Et donc, on vous le conseille vraiment pas. Ce qui est important également de noter en 61, c'est que c'est vrai que un article de revue internationale de bon niveau, c'est pas forcément facile de l'avoir. Donc, pour les thèses en 3 ans, bon, pour les thèses avec une durée nominale, 3 ans ou 36, 37, 38, 38 mois, on peut accepter, en l'absence de la revue internationale, 2 conférences internationales de bon niveau, avec acte, bien sûr, pas uniquement sur résumé. Donc, voilà les critères principaux pour la 61. On partage beaucoup de choses de ce qui a été dit au niveau de la 60, et vous avez beaucoup plus de précision dans les recommandations qui sont sur le site. Merci Valérie, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Christophe Lenilio, je suis professeur à Aix-Marseille Université et je suis l'actuel président de la 62e section, et je suis accompagné du premier vice-président Pablo Esco. Voici un panorama de la 62. Donc, j'ai mis un peu comme ma collègue de 60, j'ai mis les résultats des années précédentes, enfin de cette année en tout cas. Nous, en 62, je ne vais pas vous décrire le périmètre de la section, hein. Vous le trouverez sur le site de la CPCNU à la section 62, comme les autres sections. Hein, je vous invite à y jeter un œil. Et nous avons évidemment des sections qui sont entre guillemets voisines, un peu touche-touche, un peu. Nous, on est thermique et génie des procédés, et donc énergétique et génie des procédés. Donc l'énergétique aura tendance à aller un peu vers la 60 parfois, souvent vers la 28. Et en ce qui concerne le génie des procédés, on va se retrouver également en 32, voire en 61 pour le pilotage des procédés. Donc c'est une section qui est relativement large, mais qui est aussi la plus petite du groupe. Hein, nous sommes 2 fois moins nombreux que les 60 et 3 fois moins que les 27. Le taux de réussite cette année était de 66%, en nette baisse par rapport aux années précédentes, et on a constaté une augmentation de l'imprécision des dossiers par un manque de consultation du site web et des recommandations de la section, notamment en ce qui concerne les enseignements, où on a eu un défaut d'enseignement cette année assez important,
hein, qui représentait 43% des refus, avec notamment l'absence de pièces obligatoires comme les attestations d'enseignement, ou alors nous on demande 40 heures minimum en présentiel, c'est-à-dire en vis-à-vis devant les étudiants les 5 dernières années. Hein, donc ça répond à une question que j'ai vue dans le chat, ou est-ce que c'est valable 4 ans? En fait, on le garde 5 ans. Néanmoins, il nous faut au minimum un tableau décrivant correctement ces enseignements. Tout est expliqué dans la fiche résumée qui, elle, ne constitue pas forcément un CV complet, hein, c'est un résumé. Et je déconseille aux futurs candidats de simplement se servir, comme le disait Anne Joulin dans la conférence générale, hein, un CV type industriel tel qu'on apprend à le faire dans les différentes écoles ou en master ne suffit pas. Il faut vraiment une notice individuelle. Donc les motifs de refus, c'est le défaut de publication, c'est essentiellement défaut d'enseignement et parfois des dossiers incomplets. Bon, il manquait quelque chose. Et puis, on a quand même 28% de non-appartenance à la section, puisque Anne le précisait tout à l'heure, vous pouvez demander toutes les sections que vous voulez. Ça, c'est pas un problème. Par contre, il ne faut pas s'attendre à ce que vous soyez qualifiés dans tous. Essayez de bien cibler vos demandes. La 62e est relativement intégratrice, hein. En règle générale, lorsque l'on a un petit doigt dedans, en règle générale, ça passe. Mais si c'est un peu limite, il va falloir l'expliquer, hein. Il va falloir l'expliquer. C'est dans les critères de la section, hein. On demande un paragraphe justifiant cette appartenance si les activités principales sont un peu en dehors. Donc, je reviens sur les critères de la section. Donc, nous, l'enseignement, c'est 40 heures minimum en présentiel. Donc, ça exclut les projets, hein. Sauf, évidemment, si vous pouvez le justifier. J'ai pas eu la possibilité de faire autre chose. On sait qu'on a de plus en plus de PhD canadiens ou anglais qui postulent, et eux, ils n'ont pas la possibilité de faire du cours ou du TD, hein, ou même du TP, et donc c'est de l'encadrement de projet, mais alors là, il faut l'expliquer. On est prêt à recevoir toutes les explications possibles, et il faut les donner, sinon ce sera non qualifié. En ce qui concerne les critères d'appartenance à la section, donc je vous invite à suivre le site de la CPCNU. Et en ce qui concerne la recherche, eh bien, on demande des activités à minima dans la 62e section. Et nous, on demande un article paru ou accepté, référencé dans Scopus, WOS ou Simago, si la thèse est récemment soutenue. Si la thèse est un peu plus ancienne, on va demander un maintien de la recherche pour une thèse un peu plus ancienne, donc un article dans les 2 ans précédant la demande de qualification. Je vous invite fortement à lire les recommandations, quantifier et justifier ces activités, et ne pas se contenter d'un CV d'une page. Si les informations, notamment en enseignement, puisqu'on a eu 41 dossiers qui sont passés à la trappe à cause de l'enseignement, sur les 278 recevables, eh bien, c'est parce qu'il y avait absence totale d'informations sur l'enseignement, notamment les volumes, le type, cours, TD, TP. Les 40 heures, je précise que c'est un sigma, hein, ce n'est pas uniquement équivalent TD tel que le voient les RH de l'université, puisque en ce qui concerne les vacataires, je vous rappelle que le volume de TP est divisé par 1,5 pour avoir l'équivalence TD, ce qui n'est pas le cas pour les titulaires. Et donc, en ce qui concerne la 62e, on compte TP égale TD. Et en règle générale, c'est là-dessus que ça tombe. 40 heures, c'est en gros un cycle de TP, hein, en gros, dans la plupart des formations. Et c'est sur les 3 ans. Donc, c'est pas, par contre, c'est pas un volume énorme. Et donc, on demande à ce que ce soit parfaitement justifié. Sinon, ça ne passe pas. Voilà, je pense que si vous avez les cours, alors je vois dans le chat, les cours combien d'heures équivalent TD, chez les titulaires, c'est 1,5. C'est x 1,5. Donc,
en règle générale, on applique ce tarif, mais pas pour les TP et TD. Voilà. Je peux juste compléter une chose, ce qui sera vrai pour toutes les sections, hein. Quand on vous dit il faut bien expliquer, expliquer, c'est pas juste mettre le volume horaire avec le nombre d'étudiants, le volume, le type, comme disait notre président de la 62 ou les autres présidents ou les intervenants. Il faut vraiment expliquer ce que vous avez fait. C'est ça, expliquer, hein. C'est des lignes écrites en français où vous dites comment vous avez mené votre pédagogie au cours de vos enseignements. Parce que c'est ça qui va faire que vous serez qualifié ou pas. Voilà, c'était une précision, mais des fois l'explication, on n'a pas tout à fait l'information de qu'est-ce qu'on peut dire dedans. Il faut vraiment expliquer quelle pédagogie vous avez mis en place. Et c'est pour ça que le président disait tout à l'heure, de la 62, le président de la 62 disait les projets ils peuvent être pris en compte, mais c'est pareil, c'est une explication de la pédagogie que vous avez mis en place dans l'encadrement de projet. Et on ne parle pas d'encadrement de projet de recherche. On parle d'encadrement de projet en enseignement. Voilà, donc je me présente, Yves Cressot, je suis donc président de la section 63 et en compagnie aujourd'hui pour vous montrer un peu nos critères, Christelle Varenne qui est la VP 63. Donc vous allez voir qu'en fait nos critères sont assez proches, d'autres que quelques petites différences à la marge, mais on va dire que la ligne directrice est la même. On vous a donné des résultats de qualification pour l'année 2025. Donc, on avait 325 candidats cette année. C'est à peu près l'ordre de les 4 à 5 dernières années, entre 310 et 330 à peu près, un peu plus cette année, à un taux de réussite de 64%, alors que les années précédentes, nous étions sur un taux un peu plus bas, puisque vous avez le graphe, c'est la grise, hein, vous pouvez voir que le nombre de qualifiés a augmenté en 2025. On le doit à la plateforme Odyssée, puisque vous demande de déposer des documents et de valider à la fin la présence de ces documents, ce qui nous garantit, et le ministère, d'avoir les pièces obligatoires, alors que par le passé, nous avions beaucoup de dossiers refusés pour manque de pièces. Donc cette année, Odyssée est à votre avantage et les années suivantes, nous l'espérons. Ça nous a donc permis de passer d'un taux d'environ 50 qualifiés à un taux de 64%. Néanmoins, nous avons toujours des surprises, comme Christophe en section 62, ou comme le disait tout à l'heure la section 61 et 60, de voir des collègues à la qualification qui oublient des pièces ou qui justifient mal les choses. Donc, nous avons mis en place sur la CPCNU, comme les autres sections, des recommandations. On vous invite donc fortement, pour les personnes intéressées par la section 63, que nous avons, entre guillemets, mis un dossier type avec tout ce que nous demandons catégorie, c'est-à-dire pédagogie. Qu'est-ce que nous attendons par le dossier pédagogique? Qu'est-ce que nous attendons dans le dossier recherche? Et qu'est-ce que nous attendons dans les tâches d'intérêt collectif, si vous en avez? Et nous vous précisons à chaque fois, pour la pédagogie, de préciser le nombre d'heures, le type de cours, si c'est des cours TDTP, du face-à-face, dans ces enseignements, qu'est-ce que vous avez réalisé au cours de ces enseignements, quelle est votre pièce apportée au cours, et on le fait ça pour chaque point. On le fait également pour ceux qui demandent une première qualification et on le fait pour ceux qui renouvellent de qualification ou qui se sont éloignés de la section 63 pendant quelques années et qui reviennent demander une qualification, puisqu'on ne traite pas les dossiers de la même manière, comme je vais vous l'expliquer. Alors, concernant les exigences pour la qualification, on a des critères du coup un peu plus élevés pour le nombre d'heures requis pour être qualifié en 63e section. Nous demandons au moins 64 heures en face-à-face dans le supérieur. Donc, nous ne comptabilisons pas les lycées, notamment, puisque certains enseignent beaucoup dans les lycées. 64 heures en face-à-face. Nous ne sommes pas exigeants en termes d'enseignement sur les matières enseignées, à savoir qu'il faut absolument que ce
troisième section. Bien évidemment, c'est préférable, mais il faut que ce soit quand même dans des disciplines scientifiques. Pas que ce soit 64 heures d'anglais, par exemple, ou autre, ou de projet. Donc, on vous demande 64 heures à minima dans des disciplines scientifiques dans le domaine du supérieur. Ces heures doivent être attestées par votre responsable de département, par votre responsable d'enseignement, votre responsable de master, par votre composant, avec le nom du responsable et sa signature. Voilà, donc vous avez là-dessus tout précis. Encore une fois, est indiqué dans les recommandations de façon très très claire, en rouge, en gras, voilà, avec à la fin que les mettre dans son dossier. Donc nous avons rédigé une grosse partie avec toutes les erreurs que nous rencontrons chaque année, et je vous invite donc à aller lire ces erreurs que vous avez entre particuliers tendance à commettre et qui justifient un possible refus. Pour l'aspect recherche, donc, pour ceux qui terminent leur thèse, sont donc jeunes candidats à la qualification, ou du moins une qualification avec une soutenance récente, une revue internationale dans un journal de haut rang international, donc si c'est possible, des publications de type et 2 conférences internationales. Voilà. Si vous arrivez avec aucune revue internationale, ben, vous ne serez pas qualifié. Si vous arrivez avec une revue internationale et une conférence internationale, dans ce cas-là, la commission discutera et regardera, comme dans notre section, il a été indiqué, votre position en tant qu'auteur et votre contribution au papier, puisque qui nous concerne dans notre section, à la fin, il est demandé la contribution de chaque auteur. Donc, regardons attentivement cela. Ceux qui ont fait un postdoc ou qui renouvellent leur qualification, nous regardons seulement les 4 dernières années et nous attendons bien évidemment des publications et des conférences pour montrer une continuité des recherches et des travaux de recherche dans notre section. Donc ce n'est pas parce que vous avez 20 publications il y a 5 ans, arrivé 5 ans plus tard à redemander une qualification avec 0 communication ou 0 revue internationale, vous ne serez pas. Car pour nous, cela montre qu'il y a eu une rupture dans la continuité des activités scientifiques, une rupture avec les chercheurs. Donc ça, c'est très important à noter. La position des brevets est également étudiée pour ceux qui se posent la question. C'est discuté au cas par cas lorsque des brevets, lorsqu'un candidat ne présente par exemple qu'un brevet et pas de communication de revue. Dans ce cas-là, la situation est discutée directement en session, qui est levé, et on regarde le brevet, s'il pense national, international, quelle est votre contribution au sein de ce brevet, est-ce que c'est déposé par une entreprise et vous avez mis, est-ce que c'est vous le porteur de ce projet? Donc tout cela demande, comme le disait Christophe, des explications dans votre dossier pour que la commission puisse clairement comprendre votre implication dans le travail réalisé, qu'il soit pédagogique ou. Et donc, pour ceux qui renouvellent une qualification, il faut bien évidemment que ça progresse. Les activités collectives d'intérêt général, on les regarde, mais on sait très bien qu'on ne va pas vous demander d'avoir des responsabilités en tant que jeune docteur. Donc, c'est un plus, mais ce n'est pas rédhibitoire. Voilà, sachez-le. Vous avez donc les raisons principales de la non-qualification. Alors, nous avons environ 20% de hors-section. C'est à peu près un chiffre constant au cours de ces dernières années. C'est constant parce que des candidats qui ont été jugés hors-section redéposent l'année d'après leur dossier dans la même section. Donc, ils sont de nouveau section. Ils n'ont pas évolué, sauf si, bien évidemment, ils ont considéré les recommandations qui ont été faites par la section de publier en 3 avec des activités de recherche en lien avec la section 63.
Parmi ces 18,8% de hors-section, il faut savoir que la plupart sont vraiment des hors-section, mais que certains le sont parce que leurs activités de recherche ne sont pas clairement décrites et du coup, à savoir si c'est réellement du domaine de la 63e section ou pas. Et dans le doute, on va chercher les rapports de soutenance de thèse. Et dans le doute, on va regarder plus précisément le contenu des publications des journaux. Et le plus souvent, eh bien, ça tombe hors section parce que c'est plutôt rattaché à la 60e ou à la 62e ou à la 28e. Donc, je ne peux que vous inviter à vraiment extrêmement bien décrire vos activités de recherche avec les bons mots-clés qui sont bien indiqués sur le site de la CPCNU pour vraiment garantir que tout ce que vous faites est bien rattaché à la section 63. On a 30% de pièces manquantes. Alors, les pièces manquantes, ce ne sont pas les pièces manquantes administratives demandées par le ministère. Ce sont les pièces complémentaires et qui sont demandées par la section CNU 63, notamment les attestations d'enseignement qui sont, comme vous pouvez le voir, du motif de refus. Et enfin, on a 30% des candidats qui sont non qualifiés pour suffisantes, c'est-à-dire que le plus souvent, ils n'ont pas de publication à proposer, ou alors ils mentionnent dans leur dossier qu'une communication est, mais il n'y a aucune preuve de journal ou de mail issu du journal qui précise que la communication a été par exemple acceptée par le journal et donc est en peer review pour publication. Donc là aussi, la section 63 on va dire ces demandes en indiquant dans les recommandations que chaque candidat qui a l'indique clairement dans le dossier et mette une preuve de sa soumission de dossier. Avant le début de la commission, on sera informé et on ira voir justement si la publicité entre-temps. Vous n'avez pas le droit de contacter les rapporteurs ni la commission, mais nous allons voir si entre-temps elle a été acceptée. Si par contre vous avez une publication qui est acceptée mais non publiée, indiquez-le également dans votre dossier. Nous irons vérifier qu'il est en effet en cours de publication. Mais si vous ne mettez aucune information, juste simplement en cours de soumission, ce sera un refus de la publication dans les comptes de Savo, ARI, la revue internationale et les 2 conférences internationales. Voilà. Et après, pour ceux qui demandent la qualification qui sont candidats étrangers, nous avons eu cette année 90 demandes environ de candidats étrangers. 90 demandes, nous avons eu 20% d'équivalence refusée. Donc, c'est-à-dire un cinquième, on va dire, donc environ une quinzaine. 15 ou 16, et le plus souvent, c'est pour pièces manquantes, à savoir que nous demandons une copie de la thèse ou bien résumant les activités scientifiques développées au cours de la thèse. Si vous ne fournissez pas ce document, nous n'avons aucun moyen de réaliser au cours de votre doctorat est comparable à ce qui est demandé dans le cadre d'un diplôme de doctorat français. Donc, il faut vraiment joindre ce document et c'est à 95% le motif de ces candidats étrangers. Et bien évidemment, parfois, des candidats cumulent, c'est-à-dire documents non fournis, pas de publication, enseignement de façon insuffisante, activité de recherche renseignée de façon insuffisante. Donc, vous avez pour cela dans le site de la CP, comme l'avait indiqué Valérie, le compte-rendu annuel de la section 63, motif de refus et qui vous indique toutes les recommandations pour éviter justement d'être refusé pour ces motifs. Voilà à peu près ce que je peux dire 63. Donc, du coup, je pense qu'on a essayé de répondre aussi dans le chat un petit peu au fil de l'eau aux questions qu'on a vues. J'espère que les présentations des 4 sections ont été claires. N'hésitez pas à aller voir sur les sites de chacune des sections, là où on vous a indiqué de le faire pour avoir tout le détail qu'on n'a pas eu le temps de vous présenter aujourd'hui. Ce qui est important aussi dans Odyssée, c'est de bien choisir vos mots-clés. Parce que lorsque vous allez faire votre demande, vous allez vous inscrire, vous allez choisir des mots-clés.
Et ces mots-clés sont à disposition du bureau pour affecter les rapporteurs au sein du CNU, au sein des sections. Et donc, comme les sections ont quand même des périmètres disciplinaires qui sont un peu vastes, eh bien, c'est quand même mieux que votre dossier soit évalué par quelqu'un qui est dans votre sous-domaine. Voilà. Donc, le choix des mots-clés est quelque chose d'important. Les attestations, on en a tous parlé. Anne Jolin en a parlé. Il faut tout attester. Au moins comme ça, vous êtes tranquille. Bien rédigé, bien structuré, bien détaillé. La production scientifique structurée. Certaines conférences, par exemple, publient leurs actes dans des chapitres d'ouvrages. Ce ne sont pas des chapitres d'ouvrages, ça reste des conférences internationales. Certaines conférences publient leurs articles dans des lecture notes qui apparaissent comme des revues, des fois dans HAL. Ça reste des actes de conférence. Donc, c'est pas la forme des proceedings qui fait que c'est un journal, un ouvrage ou une conférence, c'est bien le contenu. Donc, la production scientifique doit bien être structurée. Les enseignements doivent être correctement décrits avec le nombre d'élèves, le niveau, est-ce que c'est du cours, du TD, du TP, etc., etc. Ne pas oublier les pièces complémentaires qui sont aussi obligatoires, même si elles s'appellent complémentaires. Et puis, bien sûr, lire les recommandations détaillées qui vous sont données. Et là, on vous remet les liens. Consultant qui demandait la conférence en France et la conférence internationale, tu as donné une réponse. Oui. Simple, si vous êtes tunisien et que vous participez à une conférence tunisienne ou que des conférences tunisiennes, la commission est à considère que c'est plutôt une conférence nationale si vous réalisez votre thèse en Tunisie. Voilà, donc il faut vraiment faire attention. Et en fait, des conférences qui sont internationales, mais on regarde bien ça en 63 quand même, que, comme le disait Valérie, on va aller voir la structure scientifique et du comité d'organisation. Donc il faut vraiment faire attention à ça, notamment si vous êtes candidat étranger. Et la deuxième question qui était posée, formation complémentaire sur si une thèse suivie d'un postdoc, ces deux données doivent être revues à la hausse. Si vous êtes doctorant et deux publications dans des revues et deux communications internationales, et que 4 ans plus tard, vous revenez et que vous avez toujours ces mêmes, ou on va dire pas internationales, donc une de plus et une conférence internationale, la commission va regarder attentivement ces deux papiers, revue internationale et communication internationale, mais elle va considérer qu'avec votre expertise, vous auriez dû avoir. Voilà. Donc elle va quand même regarder la qualité du papier. Si c'est vraiment un très bon papier dans un journal de haut rang scientifique et que vous êtes en premier auteur, il n'y aura pas de problème, ce sera discutable. Si vous êtes en 5e position, 4e position, dans un journal qui n'est pas très bien coté, etc., là, ça va être sujet à discussion. Je voulais quand même préciser, c'était un peu aussi la remarque qui avait été faite par la section 63 quand elle disait, Sandrine, on regarde la qualité du papier, on regarde la position de l'auteur. Voilà. En 63, on regarde ça également quand ces sujets à discussion, c'est vraiment des points qu'on va vraiment fouiller et vérifier pour être sûr de la décision finale. Voilà, juste Valérie, merci. Tout à fait, merci Valérie. Je voulais revenir sur ce qu'avait dit notamment Yann tout à l'heure. Hein. Je voulais juste faire un petit focus sur l'enseignement, puisque nous, en 62e section, visiblement, on a quand même eu un creux cette année par manque d'attestation et manque notamment de renseignements là-dessus. Et je vois que dans le chat, il y a des questions. Hein. Je voulais passer à l'autre extrême. Yann a bien précisé que dans ce qu'il y avait dans les lycées, ça ne comptait pas. Hein, dans l'enseignement secondaire, ça ne compte pas, mais nous, on a de plus en plus de dossiers qui mentionnent des formations en formation continue ou en formation professionnelle. On est bien d'accord que pour nous, on ne prend en compte que ce qui est dans le système universitaire. Si éventuellement c'est en formation continue, il va falloir bien nous prouver que vous n'avez en face de vous que des bacs plus quelque chose. Hein. Ce sera en général assez compliqué. Donc ça, en règle générale, ça ne compte pas. Autre chose, je reviens sur l'histoire des publications lorsque l'on fait un postdoc. On a en 62e section, on applique les règles habituelles de l'HCERES. C'est en gros, en moyenne, une publie tous les 2 ans, quoi. Hein, en gros, si entre la soutenance de la thèse et le réexamen,
en qualif, il y a eu 0 publication, ou s'il n'y en a eu qu'une seule alors que vous étiez en postdoc, ça collera pas. Après, il peut y avoir des circonstances particulières, on va dans l'industrie et on continue à enseigner à droite à gauche en vacation, ça peut éventuellement se discuter. Mais tout peut se discuter à partir du moment où c'est expliqué. Si on a un CV d'une seule page en anglais avec juste un volume, j'ai fait plus de 64 heures, pour nous c'est 40 heures, ça ne collera pas. Voilà. Merci Valérie. Alors, c'est parce que donc, dans le chat, donc, Evelyne a répondu à beaucoup de questions, donc tu es dans le lien avec les sections 60. Il en reste une sur les calendriers. Donc, il n'y a pas de calendrier spécifique aux sections 60, 61 ou autres. Le calendrier est national et à l'heure actuelle, la seule date que l'on connaît, c'est celle qui a été donc donnée par Madame Joulin, qui est celle du 15 décembre pour le dépôt. Mais le calendrier, c'est-à-dire parce qu'il est demandé en fait quel est le temps que vous prenez pour examiner les dossiers. Donc ce calendrier qui est en fait la seule réponse, c'est à quelle date vous aurez les réponses sur les qualifications. C'est donc un calendrier qui est national et celui-ci sera, je pense, publié. Normalement, je crois que c'est début septembre ou fin août, mais aujourd'hui, il n'est pas connu. Mais il n'est pas spécifique, en tout cas, à une section. Il est national. Effectivement, le calendrier national est, alors j'ai répondu dans le chat en l'occurrence, toutes les sections doivent rentrer leurs résultats avant une certaine date et après, du coup, les résultats des qualifs sont visibles pour tous les candidats de toutes les sections en même temps. Et cette date de mise à disposition des résultats, elle est avant, bien sûr, la clôture des recrutements, des candidatures pour les recrutements. Donc, et qui se fait également avec l'outil Odyssée maintenant. Donc, il n'y a pas de problème. C'est calé pour. Normalement, c'est en mars. Voilà. Et normalement, vous avez du temps, un petit peu, entre la publication des résultats des qualifs et la date limite de candidature sur les postes au niveau de la campagne synchronisée. Après, pour ce qui est des postes au fil de l'eau, ça dépend du calendrier. Les postes au fil de l'eau, comme leur nom l'indique, ils n'ont pas de date unique pour tous les établissements de France. Donc il y a eu des questions par rapport aux traductions des rapports de thèse. Donc ça, je crois qu'on en a parlé. Donc il n'y a pas besoin de traduction de rapport si c'est en anglais. Si c'est en arabe, en chinois ou autre langue que l'anglais, il faudra faire une traduction qui sera obligatoire pour qu'on puisse avoir les informations qu'il y a dedans. Il y a des rapports qui sont obligatoires, comme on disait tout à l'heure, suivant les sections. Et quand c'est obligatoire et que vous ne pouvez pas en avoir, on a répondu à la question. Donc il faut le préciser et il faut que ce soit attesté par le directeur de thèse, par exemple. Donc nous, on a eu des cas cette année de directeur de thèse qui justifiait le fait qu'il n'y avait pas de rapport de jury de thèse. Il y avait des questions sur la liste des revues qui devaient être classées comme rang A ou autre. Est-ce qu'on a une liste dans chaque section pour les revues? Non, en Une 61. question à l'ensemble des sections. Je crois pas qu'on ait de liste de revues classées de rang A, de rang B, de rang C dans nos 4 sections. Par contre, ce qui est important, c'est de pas mélanger les articles de journaux avec les communications dans des conférences avec actes. Ça, c'est extrêmement important de faire cette distinction. Et ensuite, les membres du CNU qui représentent la totalité des tendances et des sous-disciplines de chacune des sections connaissent le niveau des revues et des conférences de la discipline. Donc, il n'est pas demandé aux candidats de faire de l'auto-évaluation des journaux ou des conférences dans lesquelles ils publient. Mais votre directeur de thèse a cette information-là, de toute façon. Aussi. Par contre, si vous avez vu que, par exemple, en 61, on demandait on était attentif à ce que la revue soit référencée dans le Web of Science au niveau JCR, si vous indiquez
que la revue est référencée JCR dans votre liste de publication, entre parenthèses après le nom de la revue. Ça fait gagner du temps éventuellement aux rapporteurs qui vont évaluer votre dossier. Après, il y avait comment devaient être classés les documents qui sont nécessaires. Donc, entre articles, conférences, brevets ou autres, il faut toujours bien suivre les recommandations des sections qui sont données. Et toutes les sections ont ces mêmes recommandations sur le classement article. Donc, article, il sera accepté par les sections du moment qu'il y a un DOI et qu'il est accepté. Donc, les acceptés avec correction sont jamais acceptés comme article publié. Il faut que ce soit accepté. Alors, ça peut être in press, donc du coup, vous aurez un DOI. Donc ça pose pas de problème. Après, il y avait une autre question sur les conférences avec les proceedings. On en a un peu parlé. Il n'y a que très très peu de proceedings qui sont considérés comme des articles. Alors, il y a en combustion, alors je parle en 62 par exemple. En combustion, le Congrès mondial de combustion fait un proceeding qui est reconnu comme un article. Mais c'est le seul en 62 qui est reconnu comme un proceeding article. Et sinon, la majorité des proceedings restent des proceedings. Donc, c'est un classement aussi particulier dans les conférences, que on appelle ça des conférences avec acte. Et donc, il y a aussi des conférences sans acte. Et il y a des oraux et aussi des posters. Donc, tout ça, ça doit être classé correctement et c'est dans les recommandations de chaque section. Oui, je vais apporter un complément pour la 63e et si je vais devoir vous laisser, Christelle prendra le relais. C'est très important ce que tu viens de dire, de respecter, entre guillemets, une bonne organisation des publications et parfois très fouillis. Et quand c'est très fouillis, ça fatigue. Et donc, ça fatigue les rapporteurs. Et du coup, je voudrais alerter et profiter de ta remarque, Pablo, à tous les candidats ici présents qu'un dossier bien rédigé est toujours mieux apprécié qu'un dossier brouillon et fouillis. Voilà, c'est très important. Donc, faites relire vos dossiers par vos collègues. Vous avez des encadrants dans vos laboratoires qui vous diront si c'est clair ou pas clair, brouillon ou pas brouillon. Mais c'est extrêmement compliqué quand vous faites des listes de publications où on retrouve vraiment des détails actes dans une conférence sous poster, sans viewing, sans acte machin. Enfin, ça devient extrêmement complexe et du coup, vous risquez au final que ce soit à votre comment dire, Dépend. à votre dépend. Voilà, voilà, à votre dépend. Donc voilà, donc vous faites revue internationale, conférence internationale avec acte, conférence internationale sans acte, poster complément sur les. Voilà, mais soyez clairs, c'est tout ce que je peux vous dire, parce que ça augmente et ça n'interrogera pas le rapporteur qui risque de se dire oh là là, mais je comprends pas, il y en a dans. Mais il faut que j'aille tout vérifier, qu'est-ce qui se passe. Voilà. C'est juste un petit conseil par rapport à ce que tu as dit, Pablo, sur Et je voudrais compléter peut-être en plus par rapport à Yann sur les conférences nationales ou internationales. Très rapidement parce qu'on va être coupé dans 2 minutes. Conférence internationale, il faut vraiment préciser si c'est vous qui avez présenté. C'est-à-dire que vous pouvez être co-auteur d'une conférence internationale où vous n'avez pas présenté. Et donc, si vous présentez, il faut vraiment le signaler en toutes lettres. Pour la section 60, c'est particulièrement important. Et après, il y a une dernière question dans la minute qui me reste avant de laisser la parole à Valérie. Pour les thèses confidentielles, comme généralement les thèses CIFRE peuvent l'être, vous avez des problèmes de publication, vous pouvez avoir des problèmes d'enseignement parce que votre entreprise aussi ne veut pas que vous fassiez d'enseignement. Ça doit être indiqué dans les pièces justificatives. Et on sera tolérant si c'est indiqué dans les pièces justificatives et que vous avez expliqué tout ça. Si ce n'est pas expliqué, s'il n'y a pas de pièce justificative, on ne sera pas le tolérant. Vous ne pourrez pas être qualifié. Je crois qu'on a dû faire le tour de tout ce qui était dans le chat. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est enregistré. On va récupérer l'enregistrement, voir avec le RNCD et la CPCNU comment on le met à votre disposition. Les slides également.
Si vous avez des questions très particulières sur chacune des sections, n'hésitez pas à contacter les membres des sections, soit qui sont dans votre environnement proche, laboratoire, université, école, etc., soit en regardant et en prenant contact avec les membres du CNU directement. Vous avez donc dans la partie présentation, vous avez les membres du CNU avec leur affiliation et vous avez leur adresse générique au niveau du CNU. Vous pouvez leur écrire. Ils préféreront vous donner des conseils plutôt que de s'arracher les cheveux sur un dossier qu'ils n'arrivent pas à lire. Je vous remercie pour votre attention et pour votre écoute, et en espérant que tous ces conseils vous seront utiles.